Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV avec Laurent Mella et Johan Fon. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 41 de Good Morning SAV. On est toujours avec Laurent, expert SAV. Laurent, est-ce qu'il est chaud? Je suis chaud pour parler aujourd'hui d'un sujet important, me semble-t-il, et d'une question qui est perturbante parfois. Ça, l'écologie, très très clivante. Non, nous on va parler, on va se demander si un SAV écologique c'est possible. Et la réflexion, elle vient du fait où on est en train de se dire, est-ce qu'on ferait pas un épisode sur la RSE et tout? C'est vachement à la mode, mais je crois qu'il n'y a pas grand monde qui sait ce que c'est. Et bref, alors, est-ce qu'un SAV écologique, RSE, etc., c'est possible? Qu'est-ce qu'il en est de tout ça? Comment on peut marier SAV, écologie, responsabilité des entreprises? Alors, déjà peut-être pour définir la RSE, donc les entreprises sont plus ou moins contraintes selon leur marché, sur leur segment, mais aussi sur leur propre ambition d'entreprise, dans leur propre stratégie, de s'engager sur une voie qui soit un peu moins impactante en termes d'écologie, d'environnement, qui soit un peu moins impactante d'un point de vue sociétal aussi vis-à-vis des citoyens, de leur territoire, et puis qui prennent soin des équipes en interne, d'un impact social des équipes à travers la qualité du travail, le management, le bien-être en entreprise. Donc on voit que ce que raconte la RSE, c'est un peu le lien et l'impact systémique des entreprises. Comment une entreprise finalement impacte tout ce qui est autour d'elle, tout son écosystème, et quel rôle, quelle est sa responsabilité là-dedans. Comment on peut la maîtriser, comment on peut atténuer les effets négatifs, renforcer les effets positifs. Et en fait, chaque entreprise a vraiment une responsabilité territoriale et environnementale. Donc, les approches RSE, responsabilité sociale et environnementale des entreprises, forcément, est un sujet qui, à un moment donné, va impacter le service après-vente. Forcément. Pourquoi? Parce que le service après-vente a un impact. Alors, il y a des impacts hyper faciles à repérer. On envoie des techniciens sur le terrain, donc on a des déplacements. Qui dit déplacement dit forcément consommation de carburant, émissions de gaz à effet de serre. Donc, quel est l'impact carbone finalement de cette grosse masse de déplacements que l'on va avoir? Et on retrouve aussi des déplacements sur les pièces. On se fait livrer des pièces qui viennent d'une partie du monde. Alors parfois c'est un autre territoire français, des fois c'est quelque part dans le monde et on va centraliser ça quelque part et puis on va redispatcher ça auprès de clients, auprès d'agences, auprès de stations techniques. Donc tout ça crée des flux, et ce flux a un impact carbone. Donc tous ces impacts-là finalement sont nombreux, mais il appartient aujourd'hui plutôt aux entreprises de définir si elles doivent se conformer à certains impacts réglementaires, si dans leur secteur d'activité il y a des réglementations à respecter. Par exemple, je pense à l'électronique qui a une réglementation des 3E, des déchets électriques et électroniques qui doivent être traités, qui doivent être recyclés. Donc, quand on fabrique de la carte électronique, on peut pas l'acheter à la poubelle comme ça quand elle est morte. On doit penser au recyclage, à la filière de recyclage où les composants vont être démontés, les métaux rares récupérés autant que possible, et ainsi de suite. Donc, il y a différentes réglementations selon les secteurs d'activité auxquels on doit se conformer, mais on n'est pas obligé de rester que sur la réglementation. On peut aussi vouloir en faire un peu plus parce que on a, en tant que dirigeant d'entreprise, en tant que comité de direction, une conscience qui nous titille sur des questions écologiques, sur des questions sociales ou sociétales, plus ou moins, chacun à son niveau. Et puis, on a aussi des collaborateurs qui se posent des questions et qui ont envie de plus en plus de travailler dans des entreprises qui se sont posées cette question-là, qui se sont demandé quel était leur impact. Et ça joue aujourd'hui dans les recrutements, dans le fait d'attirer des talents ou pas. C'est pas encore majeur, mais c'est devenu très important et ça, je pense, ça va l'être de plus en plus. Donc, c'est un sujet qu'il faut poser sur la table. Se dire, OK, dans le SAV, si on veut continuer à attirer des talents, il faut qu'on ait traité la question. Si on veut respecter un certain nombre de réglementations, évidemment, on doit avoir traité la question. Et puis, si on veut en faire un peu plus, ça correspond à notre stratégie d'entreprise, on doit aussi se mettre autour de la table et se poser la question de comment on va faire. J'allais dire, vu comme ça, le SAV avec tous mes techniciens sur le terrain, mes véhicules, l'huile, les vidanges, les consommables, le plastique, les déplacements, les coups de téléphone, tous les systèmes informatiques qui maintenant sont en télémétrie,
on doit consommer quand même un max de ressources polluantes, c'est clair et net. Le SAV écologique, c'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas faire un truc comme ça. On va pas se laisser envahir par ces démarches d'écolo bobos qui veulent mettre du verre de partout. Et oui et non, en fait. En fait, c'est moi, je vais pas me positionner sur l'éthique puisque il appartient à chacun de décider quel est son positionnement et sa responsabilité vis-à-vis des autres. Ça, c'est vraiment quelque chose de personnel. Mais en tant qu'entreprise, on a une responsabilité qui, en revanche, elle ne peut pas être ignorée. Donc, dans le SAV, on a parfois une confrontation entre l'éthique du responsable SAV, qui peut, lui, soit avoir une éthique très élevée sur ces questions-là, un grand niveau de conscience de, oui, mais quand même, mon impact écologique, mon impact social, ou pas du tout. Il peut être très bas en disant, non, mais moi, c'est l'opérationnel qui compte, c'est de bien faire le job, et puis, l'écologie, on fait déjà ce qu'on peut. Voilà. C'est ça. Je prends un peu deux extrêmes. Évidemment, il y a des vérités entre les deux. Et on a la même chose au niveau des directions, des directions qui sont très conscientes, d'autres qui le sont moins. Donc c'est pour ça que je posais au départ de bien faire cet état des lieux. On en est où et on veut aller où. Ce qui est important en revanche, ce qui peut pas être évité, c'est que les contraintes environnementales, les contraintes sociétales et les contraintes sociales, elles ne vont être que croissantes. Donc, avoir une politique RSE, ça devient incontournable. Qu'on ait une éthique associée avec ou pas, ça devient incontournable. Donc, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, doivent se poser la question de comment je peux démarrer, si je n'ai pas démarré déjà, une politique RSE, et si j'en ai déjà une, comment je peux la renforcer, la faire évoluer, à la hauteur évidemment de mes moyens, de mes capacités, de mes ressources, et à la hauteur des contraintes de mon marché. Donc, ce que je déconseille, c'est d'attendre que ce soit la réglementation qui nous y pousse. Tous ceux qui ont déjà vécu une contrainte réglementaire, quand elle vous tombe dessus, s'il y a peu de temps pour s'adapter, ça coûte très cher, ça crée des dégâts importants, souvent, parce que ça oblige à être assez brutal dans le changement. Et le changement, quand il est brutal, a des impacts sociétaux et sociaux assez forts. Donc, il vaut mieux anticiper, il vaut mieux se dire, OK, on a déjà eu une première vague, on en a un peu parlé, je crois, précédemment, avec la CSRD, la norme européenne qui pousse les entreprises à évaluer financièrement dans leur bilan leur impact sociétal et leur impact environnemental. Aujourd'hui, elle a été repoussée, le cadre juridique a un peu changé, mais ça va venir. Ça va venir. Et à un moment donné, les entreprises, quelle que soit leur taille, auront à évaluer financièrement leurs impacts. Donc, autant se préparer, autant commencer. Et quand on est au SAV, quand on est responsable SAV, directeur service, directeur de la relation client, on a une part de responsabilité à se dire comment mon service peut contribuer positivement à ça, à cette démarche-là. Donc ça, c'est un peu pour poser un peu le cadre qu'il y a autour. C'est ça. Il y a un truc super facile que je dirais, c'est qu'on va passer tous nos véhicules en véhicules électriques. Alors, est-ce que c'est super écolo? Ça se questionne. Mais finalement, j'ai pas envie de faire ça. Moi, je préfère dire... pour limiter les déplacements, je vais adopter un outil de visio-assistance. Au lieu de courir sur chacun des clients qui m'appellent parce qu'ils sont en panne, avant, je vais mettre en route mon téléphone et puis il va me montrer ce qu'il fait et je pourrai déterminer si j'ai un déplacement ou pas. Ça m'évite d'investir 100 000 € dans 15 véhicules électriques. Ouais, peut-être un peu bon en termes d'estimation. Mais bref, c'est pas mal ça, non? C'est pas mal ça. Ah ouais, des bonnes idées, il y en a tout un tas. Et dès qu'on pose des questions autour de nous dans n'importe quelle entreprise, des façons de faire, des choses qui pourraient avoir un impact positif, il y en a plein. Alors, est-ce qu'il faut aller vers des véhicules électriques? Est-ce qu'il faut aller vers plus de vidéo assistance? Est-ce qu'il faut aller vers des carburants qui soient plus propres? Est-ce que la première des choses, c'est d'arrêter de penser solution tout de suite. Voilà. C'est d'abord de se dire, en fait, quel est notre impact? Qu'est-ce qui, chez nous, impacte l'environnement? Qu'est-ce qui, chez nous, impacte la société? Qu'est-ce qui, chez nous, impacte les individus? La première des questions, c'est un peu de faire un bilan et de regarder à quels endroits on a des impacts positifs, à quels endroits on a des impacts négatifs. Pour faire le lien directement avec le SAV, évidemment que le SAV, avec ses déplacements, a un impact dans la consommation d'énergie, a un impact dans le fait d'utiliser des produits plus ou moins dangereux, plus ou moins polluants, comme les huiles, par exemple, les graisses qu'on va utiliser dans les équipements, les déchets qu'on va produire.
qui seront plus ou moins dangereux, plus ou moins polluants. Le fait de consommer du carbone dans les flux, je le disais en entrée, dans les flux de pièces, dans les flux des personnes, les véhicules qui vont se déplacer. On va avoir un impact sociétal parce que on a un impact dans les territoires sur lesquels les sites sont implantés. On fait travailler des gens, c'est un impact sociétal. On va envoyer par exemple des machines de chantier dans la rue, donc on va avoir la gestion de nos relations avec les habitants à avoir, qu'il va falloir gérer, parce que ça a un impact. Le fait d'immobiliser une route, de bloquer des trottoirs, de détourner la circulation, ça a un impact. Donc comment on appréhende ça, comment on l'anticipe. Et puis bien sûr, on a un impact social, puisque on gère des collaborateurs. Donc, quelle est la qualité de vie qu'on leur propose, comment on les outille, quelles sont les ressources qu'on met à leur disposition, comment on les accompagne dans leur évolution. Tout ça, ça a un impact social et ça fait partie de cette politique RSE globale qui essaie de faire le lien entre tous ces sujets. Parce que tous ces sujets sont liés. Si je décide demain, prenons un exemple concret, demain je décide de passer toute ma flotte en véhicule électrique. A priori, je vais réduire mon bilan carbone puisque je vais consommer moins de carburant, essence et énergie fossile. Donc, l'électricité en France est nucléaire, donc elle est plutôt propre d'un point de vue carbone. Okay, on peut discuter sur d'autres sujets, mais sur le plan carbone, elle est plutôt propre. Je peux me dire, donc c'est ça, je fais le bon choix. Sauf que ça va avoir un impact sur les équipes. Puisque si mes véhicules sont électriques, ça veut dire qu'il y a des temps de recharge qui sont de l'ordre d'une trentaine de minutes. Ça dépend des véhicules, hein, ça s'améliore, mais de cet ordre-là. Donc ça veut dire qu'il faut planifier les déplacements autrement. Il faut intégrer ces temps de recharge. Est-ce que ça se fait à l'atelier? Est-ce que ça se fait localement parce que les techniciens sont déportés, sont des itinérants? Ça va avoir un impact dans leur travail. Et la répartition et le planning va devoir en tenir compte. Quelle va être l'acceptabilité de mes équipes en termes de bien-être de ces nouveaux véhicules? L'impact sociétal, a priori, serait plutôt positif. Si on a des véhicules silencieux dans les centres-villes, par exemple, quand on va sur des chantiers, a priori, ça devrait être bien. Mais est-ce que ces véhicules vont permettre de transporter la bonne charge utile? Est-ce que à chaque fois, la bonne quantité de pièces et de matériel pourra être transportée en une fois? Ou est-ce que dans certains cas de figure, ça va nous laisser 2 voyages? Ouais, en fait, il faut vraiment rentrer dans le détail de ce que l'on a à faire avant de se dire c'est une bonne idée. Okay. Sur le papier, ça peut être une bonne idée. Dans la réalité très concrète, très opérationnelle, ça a des conséquences. Et il faut donc en discuter avec les personnes concernées. Gros sujet en fait. Ouais, tu vois, moi encore cette belle déformation. Problème, solution, bim. Ah oui. Du coup, est-ce que dans ma politique RSE, je peux ajouter l'écoute du podcast Good Morning SAV parce que ça me permet d'avoir une meilleure vision de mon SAV et de moins maltraiter mes collaborateurs que de toute façon ils seront engueulés toute la journée et qu'il faut qu'ils réparent tout ce qui bouge. Ah bah c'est absolument certain. Voilà, alors vous pouvez l'inscrire. En tout cas, c'est le souhait que nous avons de faire progresser la compréhension du SAV, de ce qui peut être optimisé, de ce qui peut être pensé autrement, et puis de surtout l'amener à être réellement centré sur l'humain, centré sur les clients, centré sur les collaborateurs, pour que l'impact soit le plus positif possible. Donc évidemment, c'est le chemin. Et pour en faire la preuve, allez, je vais rentrer dans 2-3 exemples un peu plus concrets. Prenons le cas de l'environnement qui est en général souvent un des chemins par lequel on commence le plus fréquemment. Souvent, les entreprises, quand elles commencent à poser une politique RSE, elles se disent on va commencer par le bilan carbone. Parce que le bilan carbone, c'est quelque chose qu'on peut chiffrer, alors plus ou moins facilement, ça dépend du métier, mais en tout cas, il y a des outils pour le faire. Ça demande un peu de temps et un peu d'énergie, ça c'est sûr. Et ça permet concrètement de communiquer. On peut l'exploiter en disant, ben voilà, notre bilan carbone actuel, c'est tant, et on se fixe comme objectif à 2030, 2035, 2040, 2050, de le diminuer de tant de pourcents pour atteindre tel objectif, si possible, correspondre au plan climat français et de se dire je contribue à ça. Donc ça, c'est souvent un point de départ. C'est pas le seul, mais c'est souvent un point de départ. Et donc si on rentre là-dedans, comment le SAV est impacté? Comment on peut contribuer à réduire? Eh bien, il y a plusieurs niveaux. Il y a bien sûr le niveau des déplacements que j'ai abordé, bien sûr les choix des véhicules qu'on va faire, le fait d'optimiser les déplacements, de les réduire le plus possible. Et là, on va faire entrer la question de la télémétrie, de la vidéo-assistance, de ne se déplacer que quand c'est réellement nécessaire et non pas de se déplacer dès qu'un client le demande, et donc d'être capable de l'expliquer aussi, parce qu'il ne suffit pas de le décider, il va falloir accompagner et les équipes et les clients
dans cette démarche, cette façon de faire. Donc, on va chercher à optimiser les flux des personnes. On va chercher à optimiser les flux des pièces. Donc, on va se poser la question de est-ce que je dois avoir un stock centralisé de pièces pour faire tout venir au même endroit et par exemple en gros volume et puis redispatcher au détail, mais sur les distances les plus courtes possibles pour réduire. C'est là aussi mon impact carbone. Mon impact carbone aussi va jouer sur le fait de peut-être vendre moins de machines neuves, de fabriquer moins de machines neuves. Pourquoi? Parce que la fabrication de machines neuves, alors, aura un peu moins d'impact que mes déplacements, probablement, encore que ça se regarde. Ça se positionne pas tout à fait dans le même scope, mais quand même, ça va avoir un impact. Donc, ça veut dire comment j'augmente la réparabilité de mes équipements, selon ce que je fabrique. Si je fabrique de l'électroménager ou si je fabrique des grosses lignes de production, c'est pas tout à fait la même chose, mais la question de la réparabilité, elle est très importante tout le temps. Comment on fait en sorte que les équipements soient réparables? Comment on fait en sorte que les équipements soient robustes? Donc, faire des équipements de qualité, construits pour durer, plutôt que de tirer les prix vers le bas et de faire du entre guillemets du pas cher, pas très costaud. Ok, je fais simple, hein. Mais d'avoir cette logique-là. Donc le robuste, ça coûte plus cher. Donc il va y avoir un impact marché. Donc comment j'amène ces équipements robustes sur le marché? Est-ce que je les amène? Si je les amène avec une concurrence très forte, je me doute bien que ça va être un peu compliqué. Mais si je les accompagne de services associés à très forte valeur ajoutée, et peut-être que je ne veux pas les vendre, peut-être que je vais les mettre à disposition, donc je vais avoir des questions sur mon modèle économique. Est-ce que j'ai le bon modèle économique? Et je suis parti de la volonté d'avoir un impact environnemental plus bas. Ça m'amène à re-questionner mon modèle économique. Alors je fais un trait un petit peu grossier, un peu rapide, mais il y a souvent ce genre-là de remontée dans la réflexion. Et donc, est-ce que je suis prêt à remettre en cause mon modèle économique? Comment je génère de la valeur? Comment je contractualise avec mes clients? Est-ce que je vais jusque-là? Si je suis prêt à le faire, très bien, ça va contribuer à ma politique RSE. Si je suis pas prêt à le faire, ok, donc j'ai un frein, il va falloir que je traite autrement. Donc la robustesse, jusqu'à quelle hauteur? Est-ce que je vais aussi me poser la question du recyclage? Okay, faire durer, c'est une bonne chose, mais il y a quand même à un moment donné, l'équipement sera abîmé, inexploitable et plus réparable. Je serai allé au bout du bout. Donc, comment j'ai organisé le recyclage? Le recyclage de la machine en elle-même, les matériaux, le métal, le plastique, etc. Les consommables que j'utilise, les huiles, les graisses que je vais mettre dans mes vérins, dans mes roulements, dans mes moteurs et autres. Comment je recycle les pièces abîmées, défectueuses? On en fait quoi? Est-ce que toutes les pièces qu'on reçoit sont toutes défectueuses? Est-ce que les pièces non défectueuses, on s'autorise à les remettre dans des produits neufs ou à les remettre en circuit en tant que pièces de rechange? Donc, tu vois, ça pose en fait toutes ces questions-là et qui touchent typiquement le SAV. De la même manière, dans les usages des machines, par exemple, si je fabrique des camions ou des tracteurs, est-ce que je forme les conducteurs à des conduites responsables pour consommer le moins d'énergie possible, okay, sans forcément jouer sur la productivité derrière. Donc, comment je mets des choses en place? Et tu vois que au fur et à mesure qu'on se pose ce genre de questions, on voit qu'il y a des espaces de services associés qui apparaissent à chaque fois. Mais dès qu'on creuse, il y a des espaces de services associés. Donc, tout ce qu'on dit depuis le début de ce podcast, de réfléchir sur la question des services associés, en fait, elle se retrouve, ça vient soutenir aussi notre démarche RSE. Donc, l'un ne va pas contre l'autre, l'un va avec l'autre. À condition toujours, bien sûr, de bien s'y prendre. Okay, de bien toujours ne pas rester sur le stade de la bonne idée, mais de bien aller regarder sur le terrain ce que ça induit. C'est pour ça que je commençais par dire, d'abord, quels sont nos impacts? À quels endroits on mesure? Si on n'a pas fait ce bilan-là, on ne sait pas en fait à quel endroit on a des espaces de manœuvre, des leviers sur lesquels on peut agir. Là, c'est très, comment on dit, ça va vraiment toucher à beaucoup de domaines. Je comprends pourquoi tu dis qu'il faut mieux se préparer plutôt que d'attendre que la loi tombe et qu'on se dise, mince, dans l'urgence, faut mettre des pansements partout. Et ça me fait penser encore pire, j'allais dire, mais si t'es toujours dans un vieux SAV un peu pompier où tu fais tout un peu à l'arrache, si en plus t'as cette contrainte qui va venir t'embêter, là, pour moi ça va devenir extrêmement compliqué. Donc, oui. Faut commencer déjà par être un SAV un peu plus performant, ça sera déjà plus facile pour ensuite, on va dire, remettre la couche RSE par au-dessus du SAV qu'on dit écologique dans le titre du podcast, mais
Bref, il y a du travail, hein, faut pas faire ça n'importe comment. Oui, il y a beaucoup de travail, surtout si je pars, comme dans l'exemple que tu donnes, d'un SAV pompier. Si le SAV est pas structuré et optimisé, il est évident que la question de la RSE, mais va être très très loin derrière. On va la laisser à des kilomètres. Tant qu'on n'est pas contraint, ça va pas être le sujet des opérationnels, parce que on peut pas leur demander de courir dans tous les sens et en même temps de faire attention à l'impact qu'ils ont. Il y a un paradoxe là-dedans qui apparaît et on les met dans une difficulté en fait beaucoup trop grande. Même si on se dit oui, mais attends, c'est quand même important l'éthique, on doit être vertueux. Oui, mais d'où est-ce qu'on part? Donc oui, je viens renforcer ce que tu viens de dire. C'est très important d'abord de se dire comment j'optimise mon organisation interne le mieux possible, que déjà elle soit moins pompier, qu'elle soit plus rentable, qu'elle soit structurellement plus solide. Et ensuite, je vais pouvoir amener des questions environnementales dessus sans que ce soit une contrainte qui soit trop lourde à porter pour les équipes. Parce qu'il faut vraiment penser aux équipes. Le fait de rajouter de la contrainte pour faire plus attention à la planète, à la société, ben oui, bien sûr, c'est important, c'est pas le sujet, mais c'est de la contrainte. Donc, elle doit être absorbable par les équipes. Donc, il faut pas trop leur en demander en même temps. Il faut un peu structurer et organiser les choses dans un ordre qui correspond à ma réalité. Ça, c'est vraiment un point clé. Et puis, une fois qu'on a fait ça, alors toutes les entreprises sont pas avec des SAV pompiers, heureusement. Toutes celles qui sont déjà bien structurées, en tout cas suffisamment structurées, elles peuvent imaginer l'évolution de leur optimisation en incluant des couches de RSE, en incluant les questions d'impact environnemental, d'impact sociétal. Par exemple, je suis une entreprise qui vend déjà des contrats de service, qui a déjà mis en place des contrats avec des engagements de résultats, peut-être des engagements en termes de délai d'intervention, de disponibilité des pièces, de disponibilité des équipements. Donc, je suis déjà bien avancé. Eh bien, je vais pouvoir intégrer mes questions environnementales dans les indicateurs que je suis. Je vais pas simplement dans mes contrats mettre que des questions de service. Je vais ajouter des couches selon les clients que j'ai et si c'est important pour eux, d'impact environnemental, de les accompagner dans leur propre décarbonation. Les clients, je vais intégrer ça dans mes services. On va réfléchir à ces questions-là ensemble. Et on va aller un peu plus loin. Je vais offrir des contrats qui vont aller un peu plus loin. Je vais peut-être pousser encore mes contrats vers la vente plutôt de l'usage ou de la performance et non pas rester dans la vente des équipements. Parce que j'ai des clients matures qui sont déjà habitués à consommer des prestations chez moi. Eh bien, on va un cran plus loin parce que quand je vais modifier mon modèle économique, je vais pouvoir être encore plus performant sur le plan environnemental parce que c'est moi qui maîtrise toute la chaîne. Si par exemple, je reste propriétaire de la machine plutôt que de la vendre et que je vends que l'usage, eh bien, c'est moi qui vais gérer la fin de vie. Donc, je vais peut-être avoir plus de possibilités d'intégrer la question de la robustesse, de fabriquer des équipements beaucoup plus solides parce que c'est mon intérêt qu'ils durent puisque j'en vends l'usage. Je vais pouvoir intégrer des questions d'éco-conception puisque je vais devoir gérer la fin de vie. Autant l'intégrer dès le départ pour que j'ai le moins de déchets possible à traiter à la fin. Tu vois, donc c'est selon à quel endroit je me positionne, c'est que j'ai un SAV qui soit peu performant ou un SAV qui soit très performant, mes questions environnementales se déplacent un peu. Elles vont jouer sur les questions de modèle économique. Et on parlait juste avant de commencer l'enregistrement, alors il y a ne pas attendre que la loi tombe et qu'on soit obligé de faire ça dans l'urgence, mais il y a aussi l'histoire de... C'est vrai que c'est un peu pyramidal, c'est-à-dire qu'en ce moment, les grands groupes se sont engagés en RSE, ce qui fait que si tu travailles avec un grand groupe, si tu es un petit prestataire, lui, il a des engagements RSE qui font que toi, ta prestation, va falloir que tu la tournes ou que tu inclus des trucs carbone dedans et tout. Et que même si c'est pas obligatoire, bah finalement, parce que tu travailles avec quelqu'un qui est déjà avancé dans la RSE, toi, il faut que tu t'y mettes aussi. Donc c'est un peu ce que tu es en train de dire, c'est qu'à un moment, même si ça va pas être encore obligatoire, le fait que la chaîne de prestations d'entreprise de clients, tout le monde va devoir s'y mettre. Et faut aussi le voir comme ça faut y faire attention. Oui, et ça rejoint la question d'attendre. Est-ce que j'attends d'être contraint ou pas? C'est qu'effectivement, la plupart des grands groupes, si ce n'est tous, ont lancé un bilan carbone, ont lancé une politique RSE très poussée parce que il y va de leur image, il y va de leur positionnement sur le marché, il y va aussi de la façon dont ils peuvent se valoriser. Et pour n'en citer que quelques-uns. Et donc du coup, effectivement, comme ils doivent calculer leur bilan carbone,
pour le calculer, ils ont besoin que ceux qui leur fournissent des machines fournissent le bilan carbone de la machine. Parce que sinon, ils sont en difficulté pour calculer leur propre bilan carbone. Et donc, du coup, ça veut dire que, en tant que fabricant, par exemple, de machines ou de distributeur, je dois être capable de le fournir. Donc, il faut bien que moi aussi, j'ai lancé cette approche-là et que j'ai commencé à faire des calculs et que j'ai commencé à analyser les flux pour pouvoir soutenir. Donc, de toute façon, tout le monde va être obligé à un moment donné de la chaîne parce que, en tant que fabricant, je vais aussi le demander à mes propres fournisseurs pour calculer mon propre bilan carbone. Parce que moi, j'assemble des composants, des sous-ensembles. Donc, en fait, que ce soit en amont ou en aval, tout le monde, à un moment donné, est concerné. Donc, autant l'anticiper. C'est ça. Ça va finir par arriver d'un côté ou de l'autre. Moi, j'aimerais rajouter aussi quelque chose. Tu as parlé de l'impact sur l'individu et RSE, on pense tout de suite à écologie, parce qu'en plus, l'écologie, voilà, ça a la mode. Ça embête un peu tout le monde, ou ça n'embête pas, mais c'est très clivant, tu vois. Et voilà, dès qu'on parle de ça s'envole. Mais finalement, il n'y a pas que l'écologie, l'impact sur l'individu. Alors, le gros mot bien-être au travail aussi qui commence à gaver tout le monde, mais sans parler de passer en véhicule électrique, tu peux peut-être déjà, comme on dit dans le podcast, c'est aussi former tes salariés à la communication pour qu'ils soient mieux dans leur travail et qu'ils évitent de toujours aller au conflit avec les clients parce que, voilà, dans le SAV, des fois, il y a des pannes, on peut pas produire, donc il y a beaucoup de tensions. Ne serait-ce que peut-être, est-ce que par exemple, je dis demain, je forme mes salariés à la communication, à faire baisser la tension dans les conflits, ça aide, ça compte dans la RSE ou ça n'a rien à voir ce que je raconte? Si, ça compte. La façon dont les humains communiquent entre eux, ça a un impact extrêmement fort sur le bien-être, évidemment. Donc, je vais peut-être juste reprendre un tout petit point de recul par rapport à ce que tu soulèves. C'est que les choses sont liées entre elles. C'est ce qu'on appelle l'approche systémique, de regarder les choses comme un système. Quand je travaille la question du carbone, je prenais l'exemple tout à l'heure de dire, on choisit des véhicules électriques, par exemple. Je sais que ça a un impact sur les usages de mes collaborateurs. Donc, ça va avoir un impact sur eux. Si, pour moi, dans mon entreprise, la notion du bien-être est importante, bien, l'impact que ça va avoir sur eux, donc, est important à prendre en compte. Donc, le fait de décider de choisir des véhicules électriques a un impact sur ma politique de qualité de vie au travail. Donc, je peux pas l'exclure. Je dois le traiter en même temps. Je dois pas regarder simplement la question des véhicules comme un projet séparé, mais bien comme un projet global. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que ce qui fait qu'on peut développer une politique RSE sans le subir, sans le prendre comme une contrainte, c'est de regarder tous les impacts que ça peut avoir et de le traiter comme un projet global. De dire, je vais traiter en même temps la question du bien-être de mes équipes, en même temps l'impact sur la société, sur les territoires locaux, et en même temps la question environnementale. Et je vais faire d'une pierre trois coups. Donc, d'un point de vue rentabilité, d'un point de vue valeur, ça va être hyper intéressant. Je génère plus de valeur à plusieurs endroits, et donc, les coûts que je vais investir, je vais les rentabiliser de manière beaucoup plus large. Ce ne sera pas que l'économie de carburant que je vais faire, par exemple, et le fait de ne pas devoir payer de taxes sur mes véhicules, de payer moins de taxes parce que mes véhicules sont plus vertueux. Ça va être aussi le fait que j'améliore le bien-être, donc mes salariés se sentent mieux, donc ont plus envie de rester, que sur les territoires, on nous accepte mieux quand on voit arriver notre véhicule, les habitants ont le sourire plutôt que la crainte qu'on crée des perturbations localement, tu vois, et c'est cet ensemble-là, pour ne prendre que cet exemple-là. Donc c'est d'avoir cette logique globale. Et donc, évidemment, si je redescends sur la question du bien-être, le fait de former mes équipes à mieux communiquer, à avoir un relationnel plus fluide, à pouvoir traiter les tensions, les émotions vives qu'on traite très très souvent dans les SAV, eh bien, forcément, j'améliore leur bien-être, ça contribue à ma politique bien-être au travail, donc globalement à ma politique RSE, puisque mon impact social, j'en tiens compte et je fais quelque chose. Ça va le nourrir. Tout en même temps, en étant très opérationnel, puisque je leur donne les outils pour mieux gérer, donc mieux servir les clients. Donc, on joue toujours à plusieurs niveaux, et c'est important, je crois, pour les responsables et les dirigeants, de toujours garder ça en tête, de ne pas gérer les choses en silo, petit bout de projet par petit bout de projet, mais toujours d'essayer de croiser et de dire en transverse, ça produit quoi? C'est quoi les effets? Un sacré sujet, là. En plus d'améliorer votre SAV, les gens, là, bon courage. Non, mais ouais, ça va être incontournable. Faut s'y mettre maintenant, en fait. Hein, c'est ce que tu es en train de dire, quoi. Donc,
Si je devais résumer, là, dans cet épisode, je vais pas donner forcément de solution sur ce qu'il faudrait faire dans le SAV pour être en accord avec la RSE. Je donne plutôt des grands ensembles. S'il y a une chose à retenir, c'est que ça doit forcément être un projet transverse. Ça, c'est la première des choses à retenir, parce qu'il faut traiter tous les sujets en même temps, et que de toute façon, même si on ne veut pas les traiter, il y aura un impact sur tous les sujets en même temps. Donc, autant les traiter dès le début, autant commencer dès le début à avoir un regard transversal. La deuxième chose à retenir, c'est que la contrainte génère des changements trop brutaux, donc anticipez la contrainte. Renseignez-vous autour de vous, auprès d'autres dirigeants, auprès de personnes comme nous, auprès de vos syndicats, de vos groupements, d'associations d'entreprises, sur ce qui est en train de sortir. Quelles sont les nouvelles règles qui sortent autour des questions de RSE? Souvent, les syndicats sont très en avance sur le sujet. C'est le sujet qu'ils traitent. Donc, rapprochez-vous de votre syndicat, de votre association professionnelle, et regardez ce qui va bouger. Qu'est-ce que ça va impacter? Ensuite, regardez ce qui se fait déjà. Beaucoup d'entreprises, et discutez avec vos clients, vos grands comptes, ont déjà engagé une politique RSE. Qu'est-ce qu'ils font? À quels endroits ils ont mis en place des actions, et comment ces actions vous impactent? Donc ça, c'est des sujets à poser. Et la dernière peut-être des choses, c'est de se dire qu'il n'y a pas que le carbone. Okay, on parle beaucoup du climat. Beaucoup d'entreprises ont engagé un bilan carbone, ou en tout cas une démarche autour des questions de carbone. C'est bien. Okay, je dis pas que c'est pas bien, c'est pas tout à fait mon discours. C'est juste que c'est pas forcément le point d'entrée. Et c'est pas parce que mon fournisseur ou mon client me dit je veux absolument avoir les éléments pour faire mon bilan carbone que moi je dois absolument focaliser toute mon énergie sur le bilan carbone. C'est un point que je dois traiter si mes clients et mes fournisseurs me le demandent, mais peut-être que pour moi, dans mon activité, la question, elle sera plutôt peut-être sur le fait de faire durer les équipements ou de recycler certains produits. Et c'est peut-être d'abord ça, ou d'optimiser les flux de matériel, les flux de matière, les flux de pièces, les flux des personnes. Okay, parce que à court terme, ça aura un meilleur impact. Okay, donc attention un peu aux effets de mode ou aux contraintes imposées de l'extérieur. C'est pas forcément ce qui me convient le mieux pour demain. Bien. Eh ben, je pense qu'on a posé des bonnes bases, et j'allais dire, si vous vous sentez un peu perdu ou au bord du précipice, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, à nous envoyer un email pour avoir un petit coup de main, parce que moi, j'aimerais pas être à votre place. Oui. Alors effectivement, c'est un gros sujet. Et les personnes dans les entreprises qui doivent le traiter, souvent sont un peu isolées. Souvent, la personne, le responsable RSE, est souvent un peu tout seul ou toute seule à devoir essayer de dire oui mais attendez, vous savez, c'est transverse, donc j'ai besoin de bosser avec tous les services, toutes les divisions, j'ai besoin que tout le monde contribue, je peux pas porter ça tout seul. Et il y a des points de souffrance, hein. J'en ai rencontré quelques-uns. Il y a des moments c'est compliqué pour eux, à la fois d'avoir tout le temps le soutien de la direction, du comité de direction sur tous les sujets que ça soulève, de avoir parfois des difficultés à prioriser par quoi on commence, parce qu'il y a tellement de sujets qui ressortent quand on commence à faire un bilan, à poser en fait tous les points où on impacte, qu'on a besoin aussi que la direction intervienne pour aider à mettre ça en phase avec la stratégie sur les 5 ans, 10 ans qui viennent. Voilà, comment on priorise un peu les choses, tout en intégrant les questions réglementaires ou les contraintes des fournisseurs, des clients. Et en même temps, de l'autre côté, on a besoin des autres collaborateurs des différents services, parce qu'on vient les embêter, entre guillemets, on vient leur poser des questions, les titiller sur leur opérationnel, pour bien comprendre à quels endroits il y a des impacts et comment on peut soit minimiser, soit renforcer, donc soit positif ou négatif. Et donc, on a un peu la mouche du coche, quoi, qui vient un peu perturber tout le monde, pour des questions un peu plus moyen long terme. On n'est pas dans les RSE, on n'est pas trop, on peut l'être un peu, parce que les économies d'énergie qu'on va faire, on va avoir un impact immédiat. Les économies de carburant qu'on va faire, on va avoir un impact immédiat. Si on réduit nos déchets, on va avoir des impacts immédiats. Donc, il y a du court terme aussi. Mais globalement, c'est plutôt du moyen terme et du long terme. Donc, comment on priorise pour qu'il y ait des impacts court terme très vite, et en même temps, on travaille bien le moyen et le long terme. On reste pas que sur du court terme. Bon, en tout cas, essayer de centrer que sur du court terme. Donc, c'est un peu compliqué cette posture, hein, pour les responsables et RSE. Et donc, c'est important pour les autres membres, les autres responsables, notamment les responsables SAV, les responsables de la direction commerciale et les autres services,
de venir soutenir aussi ces personnes qui essaient de déployer comme ça une démarche RSE, parce que tout le monde est concerné. Tout le monde est un contributeur. Voilà. À vous les studios. Ce sera le mot de la fin. Allez, bonne semaine à vous et puis bon RSE. Bonne semaine à tous. C'était Good Morning SAV, le podcast qui fait du bien à mon SAV, présenté par Laurent Mella, expert SAV, et Johan Fon, créateur de vidéos tutos pour ton SAV.